Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information ouvrant l'actualité avec ce programme de visite interministérielle de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain ainsi que du ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, également du ministre de l'Administration territoriale. Une visite de sensibilisation sur les travaux des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène afin de s'assurer de la progression rapide de ces travaux. Un reportage de Jean-Oscar Libok et de Mohamed Essombade. Voici l'aspect de l'autoroute Yaoundé-Simalène dont les travaux sont exécutés à plus de 90%. La descente sur le terrain des membres du gouvernement ce jeudi sur le site du projet est d'obtenir la libération des emprises en vue de la réalisation des travaux d'aménagement sur l'emprise de 200 mètres de l'autoroute. La présence des ministres Paul Atangandi du Minat, Henri Yebaïs du Bincaf et Célestine Ketcha-Kourtès du Bindjun a permis à ces derniers, c'est-à-dire à la population, de comprendre tout le sérieux et l'importance que cela revêt. Nous avons tenu à sensibiliser les populations sur l'importance de s'approprier cet important projet don du chef de l'État. Cet important projet qui va impacter le développement durable sous toutes ses facettes. De la poste centrale à l'aéroport international Yaoundé-Simalène, vous avez 15 minutes. Je pense que c'est une clé de succès pour appeler les investisseurs dont les riverains sont en premier bénéficiaire. Dans le cadre de la communication gouvernementale organisée à cet effet sur le site du lotissement de recasement aménagé à Ekoko 2, le Binat Poula Tangandi a rappelé aux populations de faciliter l'avancement et l'aboutissement du projet. Les gens doivent adopter un comportement conséquent. C'est toujours très douloureux quand l'autorité administrative est obligée de venir détruire les biens. Mais quand vous enlevez vous-même vos affaires, vous partez et on vient travailler, nous évacuons ce qu'on appelle un conflit inutile. Donc je crois qu'en ce qui nous concerne, Madame la ministre, Monsieur le ministre, ici nous sommes là pour accompagner. Et nous sommes dans la logique de la pédagogie, de la sensibilisation, mais également de l'avertissement et de passer à l'action. Les populations Toutouis ont tout de même posé quelques observations et la réponse également a été apportée. Lorsque les populations d'Ontoum et Ngouloumokon traversent cette autoroute-là, on a tous les problèmes du monde. Lorsqu'on va dans on serait les oiseaux. Lorsque vous avez été indemnisé ou lorsqu'il y a eu accord d'indemnisation et que le processus est mis en œuvre, mis en place pour aboutir à l'indemnisation, vous ne pouvez pas, là où vous avez offert hier pour le projet, vous remettre nuitamment à construire dans les abords de l'autoroute. Vous savez, une autoroute, c'est des caractéristiques. C'est international. Nous avons demandé aux populations de coopérer, d'accompagner ces entreprises qui vont démarrer le chantier dès demain, parce que l'autoroute est à près de 95% et sera ouverte pour le Chan, tel que vous. Mais avant, la grande caravane a parcouru les près de 12 km de l'autoroute avec des arrêts pour apprécier l'ouvrage et évaluer en temps réel les avancées des travaux. Tour à tour, les ministres ont pris connaissance de la zone d'échange d'Ahala, le lieu de regroupement, puis les zones à libérer dans le Fundi, dans la Meufouakono et la Meufouafamba. Reste à espérer que cette descente facilitera le démarrage et la réalisation des travaux sur le terrain. En éducation au Nord Cameroun, notamment à Garoua, les responsables de l'enseignement secondaire se sont réunis. Dans le cadre de leur traditionnel sectoriel, la rencontre était présidée par Jean Abatédi, gouverneur de la région du Nord. Reportage. Sectoriel pour les enseignements secondaires du Nord Cameroun. Garoua accueille les travaux. Autour du gouverneur, les enseignants font le bilan de l'année scolaire 2018-2019. Un préalable qui permet de relever les ratés, les améliorer et donner les directives à suivre pour la nouvelle année scolaire. Il y a besoin d'aller nécessairement dans des grandes boutiques
hors du pays pour s'allier. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que ce qu'on met sur soi soit propre. Beaucoup vont le rétorquer et Néo nous fait quelques petits soucis. Même dans nos traditions, on avait le fer à le passer à charbon. Jean Abatédi invite les enseignants à redonner les blasons de cette noble profession. Il est question de la qualité des enseignements et des résultats. Beaucoup de mesures pour améliorer les conditions ou bien le niveau de réussite de nos candidats ici au Nord. D'abord, il y a les exposés que les ICR, les cordeaux ont préparés pour exposer. Là, il y a beaucoup de techniques pour améliorer les performances de nos candidats ici. Des points sur lesquels le corps enseignant est appelé à travailler pour le bon déroulement de l'année scolaire 2019-2020 dans le Nord Cameroun. Sectoriel de la rentrée scolaire 2019-2020 de l'enseignement secondaire dans la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, qui préside les travaux, appelle à la bonne gouvernance pour le gouverneur. L'année scolaire passée a laissé entrevoir des manquements d'enseignants et d'apprenants. Des précisions avec Adrienne Nobodem et Herbert Kwamo. Absentéisme, retard ou abandon de poste par certains cadres de l'éducation. Taux de couverture des programmes encore insuffisant dans certaines localités. Gestion pas toujours orthodoxe des fonds publics alloués à l'éducation. Persistance des actes de délinquance chez les apprenants. Awafonka Augustine durcit le ton à l'ouverture de la sectorielle de rentrée scolaire 2019-2020 des enseignements secondaires pour l'Ouest Cameroun. Le numéro 1 de la région appelle à la bonne gouvernance et à privilégier la performance. Sur les plans administratifs et pédagogiques, on retient de l'année scolaire 2018-2019 que sur un total de 176 622 candidats présents aux différents examens et concours de la session 2019, 115 756 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 66,38% contre 60,69% pour la session 2018. J'ai demandé aux responsables des enseignements secondaires de l'Ouest d'améliorer les performances pour cette année académique. Pour cela, ils doivent respecter toutes les consignes qui ont été données. En plus, veiller à ce qu'il y ait un bon dispositif sécuritaire à l'intérieur de leur établissement. De tout faire pour que l'environnement de travail soit serein et d'encadrer les déplacés internes. Bien sûr, ils doivent savoir que l'assiduité, l'engagement sont des principes pour avoir et atteindre de bons résultats. Pour l'année scolaire en cours, plusieurs axes stratégiques seront au centre des préoccupations de la communauté pédagogique à l'ouest du pays. On parle de l'amélioration des performances des apprenants, mais aussi un assainissement du cadre de travail et d'apprentissage, avec en prime la lutte contre toute forme de déviance en milieu scolaire. Notre idéal, c'est d'améliorer les résultats et d'améliorer le système éducatif dans le sens de l'application des instructions de son Excellence Madame le ministre des Enseignements secondaires qui prône le clean school, c'est-à-dire l'école propre, une école pleine d'éthique, débarrassée des souillures, des froissures, une école débarrassée de corruption, de tribalisme. Voilà un peu globalement ce que nous allons faire cette année. À titre de rappel, l'année scolaire 2019-2020 au niveau des enseignements secondaires est placée sous le thème « École propre, gage de réussite scolaire et de meilleures perspectives professionnelles ». Et puis, en économie, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, avait lancé un appel d'offres pour les fournitures de liquidités dans le marché monétaire de la CEMAC. Le but est de booster son économie quelque peu en difficulté. Reportage.
La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, avait lancé un appel d'offres pour la fourniture de liquidités au marché monétaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En tout, pas moins de 60 milliards de francs CFA, soit environ 91 millions d'euros dans la sous-région pour tenter de booster ces économies, pour la plupart en difficulté. Les établissements de crédit, comme toutes les entreprises, ont toujours besoin pour leur fonctionnement de ressources monétaires. Ces intermédiaires, à la suite de leurs activités d'octroi de crédit, peuvent rencontrer des difficultés de trésorerie. Ils font ainsi recours à la Banque centrale, prêteur en dernier ressort, qui leur offre plusieurs possibilités de refinancement. Parmi elles, il y a le recours au marché monétaire, les procédures de pension et de réescompte, les injections brutes de liquidités. Dans le cas d'espèce, l'opération deuxième du genre, initiée depuis le début de l'année 2019, concerne exclusivement les banques commerciales exerçant dans les 6 pays de la zone CEMAC, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Le financement de l'économie est essentiel parce qu'il détermine le niveau de liquidité susceptible d'être dépensé. Il est donc vecteur de création de richesses. Dans le même temps, une quantité trop grande de monnaie en circulation peut générer une dérive des prix et entraîner l'inflation. Les phénomènes monétaires sont au centre des controverses économiques, idéologiques et politiques parce qu'ils touchent au plus près de la vie quotidienne des citoyens, si bien que la monnaie ne peut pas être considérée comme un bien parmi tant d'autres. Et puis en santé, le taux d'infection du VIH-Sida revu à la baisse dans la région de l'extrême nord. L'information a été révélée lors de la clôture de la 17e édition de Vacances sans Sida à Maroua. Des détails avec Andjé Kodi et Zobel Apollinaire Bonne. C'est le cercle municipal de Maroua qui a servi de cadre à la clôture de cette 17e édition des Vacances sans Sida. L'événement, présidé par le secrétaire exécutif des synergies africaines, Jean-Stéphane Biacha, a réuni en un même lieu les autorités administratives de la région de l'extrême nord, les populations et les pères éducateurs. Un bref bilan des activités menées sur le terrain par les pères éducateurs pendant plusieurs semaines a été présenté à l'assistance. Toutes celles-ci portaient essentiellement sur la sensibilisation de la couche la plus vulnérable, à savoir les jeunes. Au terme de cette vaste campagne de sensibilisation, il en ressort que le taux d'infection de VIH-Sida dans la région de l'extrême nord est de 1,5%. Un chiffre encourageant, mais qui appelle davantage à la mobilisation de toutes les énergies pour atteindre le chiffre de 0%. Nous allons accentuer l'accompagnement, renforcer, parce que comme je vous dis, il y a encore du chemin à parcourir et il faut qu'on continue à le faire ensemble. Mais vous avez vu l'enthousiasme, vous avez vu la participation et nous sommes au 10e tour, 10e étape et l'étape la plus enthousiaste, l'étape la plus courue. Et je vous assure que c'est très émouvant de voir ce grand taux de participation. La cérémonie a été ponctuée par quelques animations et remise de cadeaux aux pères éducateurs. Un prix de reconnaissance a également été remis au gouverneur de la région de l'extrême nord au nom de la fondatrice des synergies africaines, Mme Chantal Biya, pour son soutien constant de l'œuvre dans son territoire de commandement. Nous avons vu avec fierté comment les jeunes scolaires vont s'enrichir et se faire dépister. C'est dire que les gens ont déjà pris conscience que c'est l'objectif principal. Nous pensons que maintenant c'est de bien demander ici d'encadrer. Quand la jeunesse répond, ça veut dire que c'est la priorité à vous. Nous allons faire maintenir ces dons et nous allons continuer à travailler avec synergie, avec ces jeunes éducateurs qui ont compris langue, avec le budget exécutif. De ces travaux, nous n'avons pas seulement attendre pendant les vacances. Nous avons tous nos secrétaires d'école primaire, secondaire, universitaire, parler à toutes les occasions. Rappelons que Vacances sans Sida est une initiative de Mme Chantal Biya lancée en 2003 pour sensibiliser la jeunesse contre les IST et le VIH-Sida. Et puis en culture, les exposants du mini-salon communal artisanal de Mbouda dans les Mbambutos dans la région de l'Ouest Cameroun ont exposé leur savoir-faire. L'exposition s'est déroulée à l'esplanade de la mairie de la même ville. Reportage. L'espace s'est avéré petit pour accueillir les 30 artisans.
Les artistes sont appelés à compétir pour représenter le département de Bamboutos lors du prochain salon de l'artisanat pour la région de l'Ouest Cameroun. Sur le site de ce mini-salon, ils sont regroupés en catégories en fonction de métiers. Je me prépare pour le départemental et pour le régional. Je sais que je vais mettre le départemental de Bouddha en haut au niveau de la régionale. Donc, comme je suis hier, on ne se prépare pas aujourd'hui. J'ai préparé ça depuis, je me suis préparé depuis. On ne se prépare pas le temps des élections. Quand maintenant là, je connais ce que je vais mettre le départemental l'année prochaine même. Une diversité culturelle, un savant mélange qui met en exergue le riche patrimoine artistique de Bamboutos. Les légumes bio. Le légume que nous appelons le folon, c'est un légume qui ne se mange pas très bien frais. Nous avons pensé à le conserver en le séchant. Et quand on le sèche comme ça, nous on prend 1 kilo, en séchant ça donne 100 grammes. Impossible aux visiteurs de sombrer dans l'ennui. On a des stands consacrés au travail du bois, au textile. Le milieu agro-pastoral est ainsi valorisé. La question, n'est-ce pas, pour la délégation départementale des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat des Bamboutos, de soutenir à cette occasion techniquement les communautés territoriales décentralisées, particulièrement aujourd'hui la commune de Bouddha, dans la sélection. Loin d'être un simple salon artisanal, cette plateforme permet en réalité aux exposants de se démarquer. Les jurys devront dénicher le talent qui représente le mieux le département. Parlons à présent de la semaine des martyrs. L'honorable Robert Bapot-Lipote, député UPC, est allé se recueillir auprès des ancêtres pères de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, notamment Ruben Oumniobe à Ezeka et à la fosse commune Aédéa des combattants de la libération UPiste. Un reportage de Jean-Oscar Libok et de Elvis Moué. L'honorable député de l'Union des populations du Cameroun, Robert Bapot-Lipote, en cette semaine des martyrs, a honoré la mémoire des pères de l'indépendance du Cameroun. Dans ce périple, un recueillement devant la tombe du Mpodolo Ruben Oumniobe à Ezeka. En langue bassa, l'honorable a communié avec son ancêtre. Après avoir déposé cette gerbe de fleurs, suivi de 9 tours rituels d'appel et de reconnaissance. Nous sommes venus en ces lieux honorer la mémoire de nos camarades qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que ce pays soit indépendant et uni. Les militants de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, en chœur et rang serré autour de leur leader, reprit le même rituel devant la fosse commune des martyrs à Aédéa. Cette fois, l'adresse est faite en langue française. Camarades, nous sommes venus nous recueillir devant vous pour reconnaître votre travail et également vous dire que vous avez lutté pour une cause noble et que votre combat ne pourra jamais se perdre dans l'oubli. Les UPCistes donneront toujours le meilleur d'eux-mêmes pour que vos âmes règnent à jamais dans le cœur des Camerounais. Tenez la paix des cœurs pour que notre unité dans le parti soit l'œuvre que nous puissions réaliser pour vous rendre honneur, pour vous donner la joie d'avoir travaillé pour l'intérêt supérieur de notre nation et que vive également l'Union des populations du Cameroun. L'honorable Bapot-Lipote ne s'est pas contenté de cette communion avec les ancêtres. Il faut continuer la lutte. Les enjeux politiques prochains en dépendent. Dans son adresse aux militants à la salle des fêtes de Kiteng, à Aédéa, l'honorable Bapot-Lipote s'est voulu rassembleur et apprécie à sa juste valeur le grand dialogue national. Et l'UPC fera entendre sa voix. Nous avons réagi positivement à l'appel du chef de l'État qui convoque le grand dialogue national allant dans le sens
de résoudre la situation qui prévaut, trouver des solutions aux problèmes que nous avons aujourd'hui dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'Union des populations du Cameroun, bien évidemment, partagera son expertise dans le cadre de ce dialogue pour que notre pays reste un et indivisible. L'Union des populations du Cameroun, dans son fort en union de cœur et actes, avec les ancêtres ainsi que les martyrs, n'entendent pas laisser la lutte que ces derniers ont entamée. Et ceci se fera à partir de la base jusqu'au pouvoir. Et les fidèles musulmans de Korsamba en prière pour un dialogue inclusif qui cadre véritablement avec les aspirations des populations. Le vœu pieux a été formulé hier, vendredi, par les fidèles musulmans, ces mêmes fidèles musulmans du département du Mungo qui ont également mis leurs travaux sous la protection de Allah. Reportage Frédéric Moutomé, Château-Vallon-N. La traditionnelle prière du vendredi a mobilisé les fidèles mahométans de Korsamba à la mosquée centrale du chef du département du Mungo. Une prière ordinaire, mais fort de sens qui intervient quelques jours après l'appel au dialogue national inclusif initié par le chef de l'État Paul Biya à la suite de son adresse à la nation mardi dernier. Occasion pour ces fidèles de la religion musulmane de Korsamba de prier encore ce vendredi pour la paix au Cameroun, avant, pendant et après les concertations déjà initiées et les travaux proprement dits du dialogue national inclusif coordonnés sur le terrain par le docteur Joseph John Gouté, Premier ministre et chef du gouvernement. On va prier pour la paix. Ce n'est pas censé prier depuis les langues de la République. C'est pour ça que nous avons choisi un vendredi. Un vendredi, c'est chez les musulmans de prier. Que nous demandons à Dieu d'exaucer nos prières et que ce dialogue se parle en langue. Aujourd'hui que cette doléance a été exaucée, cette prière a été exaucée, nous rendons grâce à Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes dit qu'il serait bon que nous nous retrouvons une fois de plus au sein de cette grande mosquée pour prier le Seigneur, afin que le Seigneur accompagne cet acte qui a été posé par notre président de la République et surtout que l'ensemble des Camerounais lui embarquent le pas et que nous fassions tous œuvre utile. Ceci étant, nous savons très bien que seule la prière peut nous conduire au bon port. C'est pour cette raison que nous implorons Dieu Tout-Puissant qu'il accepte toutes nos prières. En saluant l'option prise par le chef de l'État Paul Biya, ces fidèles musulmans de Korsamba appellent les Camerounais de tous les bords à se mettre ensemble et à prendre la main tendue par le chef de l'État Paul Biya pour une sortie de crise pour ce qui est des régions du nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun en proie à une rébellion sécessionniste qui met en mal le vécu des populations. Et nous saisissons cette opportunité qui nous est offerte pour inviter l'ensemble de tous les Camerounais et singulièrement les imams de toutes les mosquées du Cameroun afin que ces derniers puissent prier pour le Cameroun, prier pour notre président, son Excellence, M. Paul Biya, prier surtout pour la paix, parce que sans elle, rien ne peut être construit, rien de durable ne peut être fait. En Korsamba, les fidèles musulmans, à l'image de leur religion, sont favorables au dialogue, à la concertation, au pardon et donc à la paix pour un retour à la normale dans le nord-ouest et le sud du Cameroun et partant pour une paix retrouvée ensemble du triangle national. À présent, ouvrons la page internationale. Rendons-nous en Afrique du Sud, l'un des pays les plus exposés aux violences, qui a été le théâtre d'une gigantesque manifestation. Une centaine de personnes en colère et enragées sont descendues dans la rue, des femmes en majorité. Plus de précisions avec nos confrères d'Africa News. La colère des Sud-Africains contre le féminicide. Des centaines de personnes ont défilé vendredi à Johannesburg pour dénoncer les violences faites aux femmes et exiger du gouvernement des mesures immédiates pour les protéger. La plupart des cas de violences sexistes qui surviennent en milieu de travail proviennent du secteur privé et celui-ci reste silencieux parce qu'il ne fait rien pour y remédier. Ils n'ont pas les politiques nécessaires dans leur environnement pour faire face à ces problèmes. Nous voulons donc qu'ils fassent mieux et qu'ils ne se taisent pas. Par exemple, s'habiller en noir et avoir une minute de silence n'est pas suffisant. Faites ce que vous avez à faire pour nous aider à combattre la violence sexiste dans ce pays.
Cette manifestation fait suite à un certain nombre d'incidents de viols et de meurtres de femmes qui ont fait grand bruit dans le pays. De toute évidence, toutes les femmes sous une forme ou une autre ont été touchées par la violence. J'ai moi-même été violée à 18 ans et ce n'était pas par quelqu'un contre qui on m'aurait mis en garde. C'était par le directeur d'une école. Et il a continué à vivre une vie parfaitement heureuse et réussie, quoi que j'en dise. Selon les chiffres de la police, les crimes et les délits sexuels en Afrique du Sud ont atteint respectivement 3,4% et 4,6%. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'en Afrique du Sud, environ 3000 femmes ont été tuées en 2018, soit une toutes les 3 heures. Ce chiffre est 5 fois supérieur à la moyenne mondiale. Terminons l'actualité internationale en Tunisie où on parle d'une fin de campagne très mouvementée malgré l'un des candidats favoris qui demeure en prison jusqu'à présent. Des précisions une fois de plus avec nos confrères d'Africa News. Les Tunisiens sont-ils prêts pour les élections présidentielles? À quelques jours du scrutin, les préparatifs vont bon train. Ce dimanche, près de 7 millions de citoyens se rendront aux urnes pour désigner leur prochain président parmi les 26 candidats enregistrés. Pour l'instance d'organisation des élections, toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des opérations. Donc, pour la sécurité du matériel électoral, nous prenons toutes les dispositions nécessaires. Les dispositions en termes de sécurité, nous avons parlé de ça. C'est l'armée qui sécurise les convois et qui sécurise les dépôts, le dépôt central et les dépôts régionaux. Pour le mouvement des matériels électoraux, pour être sûr qu'il n'a pas été ouvert entre les dépôts ou bien entre les dépôts régionaux et les centres de vote. Nous utilisons la technique simple des scellés. Selon la commission électorale, près de 14 000 urnes sont disponibles pour les 13 446 bureaux de vote prévus dans le pays. Le calendrier initial de la présidentielle prévoyait l'organisation des élections en décembre, mais la mort du président Béji Caïd Essebsi en juillet a bouleversé les échéances. Et c'est la fin de cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Monde. Bonne soirée à tous.